Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce webinaire à destination des agriculteurs, puisque nous allons parler de plan de relance pour l'agriculture, nous allons parler de bilan carbone et puis de différentes aides qui sont permises dans ce cadre-là. Alors pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion d'assister à un webinaire, on va vous mettre à disposition un certain nombre de choses. Là, le premier élément, ce sont les onglets qui sont à votre droite. Donc, si vous avez des questions à poser, eh bien, nous vous invitons à chatter, comme on dit, à poser vos questions avec le bouton en bas à droite qui est « Poser une nouvelle question ». Ensuite, je me permettrai moi-même de vous poser des questions au travers d'un sondage pour vous faire quelque part participer à ce webinaire. Et puis, d'une manière générale, on a convenu quelque chose avec Nicolas dans l'organisation. Et donc, nous allons vous proposer de pouvoir répondre le plus simplement à vos questions. C'est-à-dire qu'on va cumuler les questions d'ordre technique sur un point précis. Et une de nos collègues, Céline, que vous connaissez peut-être, viendra en fin de webinaire pour répondre à ces questions très précises. Alors, je me présente, je suis Michel Besançon, je suis le directeur général adjoint du groupe Serre France et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec Nicolas. Alors, quand je dis le plaisir d'animer, je vais surtout écouter et puis passer les plats, comme on dit, puisque c'est lui l'expert en la matière. Donc, expert, pourquoi? Parce qu'effectivement, on va vous parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bilan carbone et Quesaco, qu'est-ce que c'est que le bilan carbone? Et puis, c'est de faire un tour d'horizon des aides au niveau de vos entreprises pour soutenir vos projets. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément exhaustif, c'est en mode flash puisqu'on va se donner 45 minutes et on va essayer de tenir le timing avec Nicolas. Et puis surtout, répondre de manière le plus pratique à vos questions. Donc, utilisez le module de questions. Et évidemment, dans la mesure de ce qu'on pourra répondre, on aura plaisir à le faire. Alors, Nicolas, qui est notre directeur du conseil des marchés agricoles et puis directeur du service Actis Environnement, que vous connaissez pour bon nombre d'entre vous. Je vais te laisser la parole tout de suite, Nicolas. On va attaquer dans le vif du sujet et on attaque directement par les aides pour accompagner les projets de nos clients. C'est ça. Bon, écoutez, bonjour à tous. Donc, Nicolas Poulain, Michel m'a présenté, je ne vais pas recommencer. J'aurais bien aimé aussi être avec vous en physique, mais on innove. Alors, vous excuserez mes éventuels ratés ou petits problèmes techniques. C'est la première pour moi. Voilà. On a donc deux sujets. Le premier sur les aides qui peuvent accompagner vos projets et le second sur les démarches carbone. Donc, on attaque avec les aides qui sont de plusieurs natures, mais on va se concentrer sur deux d'entre elles, donc le PCAE, les aides PCAE, et puis celles qui sont liées au plan de relance. Les aides PCAE. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'aide à l'investissement avec, pour le PCAE, des aides qui sont surtout liées à l'investissement et toute filière, en animal et en végétal. Là où, sur le plan de relance, on est plutôt sur des aides qui vont être axées sur l'évolution des systèmes d'exploitation, la résilience des systèmes de production. J'y reviendrai bien entendu. Donc, on va commencer par les aides PCAE. Alors, elles sont pas nouvelles, ces aides-là. Elles existent depuis 5 ans. Il y avait une programmation 2015-2020 et elles permettent donc d'accompagner vos investissements, je le disais, en filière animale ou végétale. En animal, on a une orientation des aides qui s'accentue vers tout ce qui relève des investissements qui vont favoriser le bien-être animal. Dans le végétal, ce n'est pas nouveau, elles sont orientées sur la préservation de la qualité ou de la préservation de la ressource en eau. Et puis pour les deux filières, on est aussi quand même sur des investissements productifs, je le disais, donc ont pour objet de diminuer la pénibilité du travail ou d'accroître la productivité.
je regarde. Ah non, Michel, excuse-moi, je regardais les questions, mais c'est Michel qui m'interrompra s'il y a des questions. Donc, ensuite, sur mon diaporama, je me mets dessus. Ce qu'on peut dire en premier résumé, c'est que ça peut vraiment s'adresser à n'importe laquelle des exploitations, vu ce que je viens de dire. Alors, on va d'abord parler des aides PCAE animales. Alors, 2021-2022, je le disais, on est en continuité en fait d'un premier plan qui était sur 2015-2020. Les aides PCAE animales, de quoi parle-t-elle et qu'est-ce qu'elle finance? Elle finance du logement, de la rénovation, de l'économie d'énergie, dans le cadre de la pénibilité du travail et de l'automatisation. On a aussi parfois des accents selon les circonstances sur la sécurité sanitaire avec des appels à projets qui sont plus centrés sur tel ou tel secteur d'investissement. Très important, on est en année de transition, ce qui fait que quand bien même on ait déposé déjà des demandes d'aide entre 2015 et 2020, il est tout à fait possible de déposer un nouveau dossier pour les entreprises. La seule condition, c'est d'être proche, d'avoir soldé, d'avoir finalisé la première demande en ayant à minima soit tout fini, soit déposé la demande de solde auprès de l'administration. Alors, on intervient effectivement dans ce cadre-là et on va vous proposer un questionnement. Vous avez un onglet, donc questions, un onglet sondage, participants aussi. L'onglet sondage, voilà, je vois déjà que certaines personnes se sont bien appropriées le système et la question est, selon vous, quel est le taux de subvention qui s'applique dans le cadre de ce PCAE? On vous propose 10% de subvention, 25% de subvention, 40% de subvention ou 60% de subvention. Donc, j'invite tous les utilisateurs et les personnes présentes, voilà, que vous puissiez répondre. Alors, on a les résultats globaux, on n'a pas les résultats individuels, rassurez-vous. L'idée, c'est de se faire une tendance de ce que vous pensez, on va dire, au niveau du taux de subvention selon vous. Et puis, Nicolas va nous répondre après sur ce taux de subvention. Donc, je vois que vous répondez au fur et à mesure du temps. C'est très bien. Vous vous êtes bien approprié l'outil. Parfait. Alors, ce qui en ressort de ce sondage, au vu de vos réponses, il y a à peu près un tiers des personnes qui ont répondu que c'était 25%. Ensuite, 60% estiment, ça bouge, 60% estiment que c'est à 40% de subvention et 5% aimeraient que ce soit enfin peut-être plus, mais en tout cas indiquent que ce serait 60%. Alors Nicolas, concrètement, ce taux de subvention, il est de combien ? Eh bien, à part les grands optimistes qui s'étaient penchés sur la réponse 60%, vu que quelques-uns auraient répondu 60%, hélas, ils se trompent, mais les autres avaient raison. Pourquoi ? Parce que le taux de subvention dépend en fait de la nature du projet. Donc, vous voyez sur l'écran, on a un cas général qui est le plus souvent rencontré, qui est avec un taux de subvention de 25%. Mais on peut aussi trouver 40% sur un sujet qui est rare, c'est la mise aux normes, parce qu'aujourd'hui, il n'est ouvert celui-ci que aux exploitations avec un jeune agriculteur ou une jeune agricultrice qui viennent s'installer. Et puis, vous voyez, 30% lorsqu'on est en signe de qualité ou en bâtiment basse consommation. Donc, presque tout le monde avait raison. Hélas, 60%, effectivement, ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est un taux de subvention, mais à quoi s'applique-t-il ce taux de subvention? Il s'applique à un investissement qui est plafonné. Alors le tableau est un peu complet, il est cependant lisible, je pense, avec un cas général qui est à 60 000 €. Et puis, selon les situations, on peut avoir des plafonds qui sont augmentés. On pensera notamment en filière hors sol aux constructions BEBC, basse consommation d'énergie, qui atteignent 120 000 €. Et puis parfois des filières spécifiques comme en engraissement pour les jeunes bovins ou encore les veaux de boucherie. On a à ce plafond une transparence GAEC, alors qui n'est pas totalement proportionnelle
au nombre d'associés, vous voyez, 2 associés, c'est fois 1,8, 3 associés, 2,1, 4 associés, 2,3. Donc, si je prends un cas général à 3 associés, mon plafond, c'est 60 000 fois 2,1, ça doit être 126 000 € le résultat, auquel s'appliquera le taux de subvention du cas général, qui est donc de 30%. Sur le taux de subvention, on a une bonification, que ce soit en animal ou en végétal. Là, je suis en train de commencer le végétal, mais lorsqu'il y a un jeune agriculteur, on a 10% de plus s'il est seul. Et s'il est en société, c'est au prorata de sa participation au capital de l'entreprise. Donc ça, c'était pour le PCAE animal. PCAE végétal. Alors, là, on n'a pas fait de sondage, on est sur les mêmes types de taux de subvention. Vous voyez, on a des critères qui spécifient ces taux-là. L'équipement, et uniquement l'équipement d'ailleurs, ce n'est pas le pulvé. L'équipement spécifique du pulvérisateur, lui, il est aidé à hauteur de 20%. Tout ce qui relève de la performance globale, alors donc il y a tout un tas d'investissements potentiels, matériels notamment, et d'équipements de bâtiments. Là, le taux est de 30%. Et lorsqu'on est vraiment sur de la notion de performance environnementale, on est sur un taux de 40%. Même critère qu'en animal, avec les 10% de plus pour un jeune agriculteur au prorata de sa détention de part sociale en société. Alors, en PCAE végétal, on a aussi des planchers, des plafonds d'investissement. Vous voyez 5 000 € en plancher, 150 000 € en plafond. Mais là, on peut l'atteindre, ce plafond, en 2 fois. Ce n'est pas forcément sur un seul dépôt de demande que ça peut être atteint. Et puis, ça concerne vraiment toutes les filières. Vous voyez, ortie, viti, maraîchage, grande culture. Quand je mets herbe, je veux dire par là éleveur, sur tout ce qui relève de la gestion des fourrages et de l'herbe en particulier. Et puis, plantes à parfum, médicinales et aromatiques. Je ne l'ai pas dit dans le bon sens, mais ça doit être ça. Alors, on s'était dit, et tu me dis si je me trompe, il y a un nombre incalculable de situations, et la preuve en est, c'est qu'on a un de nos internautes connectés qui nous dit est-ce qu'un outil pour travailler l'interrang dans des vignes est accepté? Et ce qu'on s'est dit avec Nicolas, c'est que justement, eh bien, si vous êtes face à des situations particulières, des interrogations, vous êtes sur votre exploitation, vous avez tel investissement de prévu et que vous vous posez la question si ça rentre dans le cadre, il serait intéressant que vous puissiez poser vos questions comme l'a fait Michel, là en l'occurrence, et il ne faut pas avoir peur. On vous propose une méthodologie. Nicolas, comment on peut faire et comment on va procéder pour les réponses? Alors, ce qu'on se propose de faire, c'est que vous preniez toutes les idées qui vous passent par la tête par rapport à vos situations, que vous posiez les questions comme vient de le faire Michel, effectivement, en indiquant juste avant votre question PCAEV. Ça nous permettra de les distinguer par rapport à vos autres questions que vous pourriez poser au fur et à mesure. Et puis, Céline, donc, qui est une collègue du CERF France d'Actis Environnement, va collecter, va tenir compte de vos questions au fur et à mesure, et puis va faire des recherches, parce que parfois on n'aura pas les réponses immédiates, et comme ça, en fin de réunion, en fin de webinaire, elle pourra être invitée elle sera invitée à prendre la parole, à nous rejoindre, et à relister vos questions, et puis à y répondre. Donc, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler toutes ces questions-là le temps du webinaire, pendant les 30 minutes qui va nous rester là. Vous avez une question qui vous passe par la tête sur ce dispositif, est-ce que vous allez être éligible ou pas? Et puis pendant ce temps-là, plus de temps elle aura, je vois que les questions arrivent, planteuse à type betterave à chou, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on souhaitait, c'est que vous mettez vos questions, et puis là aujourd'hui, on avait conçu le système, Céline est sur le pied de grue à faire le travail de recherche, et je l'inviterai à nous rejoindre pour qu'on puisse répondre à chacune de ces questions-là. Pendant ce temps-là,
on vous propose de poursuivre la présentation parce qu'il y a d'autres dispositifs qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, allez-y, si vous avez des questions, vous mettez PCAE V comme vous l'avez fait, c'est parfait, vous avez bien appréhendé comment il fallait faire. Et puis nous, on réceptionne toutes ces questions-là, on les traite et on vous restitue les réponses de tout ce qu'on peut faire dès la fin de ce webinaire pour être tout de suite efficient. Je te propose, Nicolas, qu'on enchaîne? On enchaîne. Super. Allez, c'est parti. Alors, hop. Alors, pour conclure sur la partie PCAE, je voulais mettre en avant aussi le travail que l'on vous propose dans ce cadre-là, parce que vous le savez peut-être, pour ceux qui ont déjà obtenu des aides dans ce cadre-là, il y a des formations qui sont obligatoires pour aller au bout de la démarche. Et autant qu'elles soient le plus intéressante possible et qu'elles vous apportent le plus possible. Et donc, on a, qu'on soit en animal ou en végétal, on organise des formations pour vous accompagner sur le sujet. Cédric, que vous voyez ici en photo, accompagne ainsi les adhérents dans le cadre de ces formations PCAE, mais aussi dans le cadre de groupes de progrès. Et comme on a des retours très positifs, ça paraissait assez évident de mettre en lumière cet accompagnement. Donc voilà, ça c'était pour vous dire cela. Et puis vous dire aussi que si vous avez des questions sur les PCAE, il faut simplement interroger vos comptables, vos conseillers ou encore les services d'Actis Environnement. Donc ça, c'était pour conclure sur le PCAE. Synthèse, ça continue, alors que ça devait s'arrêter. Ça continue 2 ans, jusqu'en 2023. 2023, mise en place de la nouvelle PAC et donc des nouveaux programmes d'aide à venir. Donc à présent, plan de relance. Sur le plan de relance, alors c'est quoi cette diapo, vont se dire certains. Ceux qui étaient là il y a 1 an en physique, lorsque j'ai animé aussi un sujet qui était la stratégie d'entreprise. Et je vous présentais 4 stratégies d'entreprise à horizon 2030. Je ne vais absolument pas revenir dessus, ce n'est pas le sujet. Par contre, ce qu'on peut dire aujourd'hui, elles ont toutes leur sens, ces stratégies, c'est toujours vrai. Pour autant, le plan de relance, quand on regarde précisément les mesures qui sont proposées, accompagne plutôt les projets dans les stratégies système et les stratégies clientèle. Stratégie système, autonomie, complémentarité des ateliers, agriculture biologique, stratégie clientèle, transformation et circuit court. Le plan de relance, si on prend aussi un peu de recul, c'est aussi pour 2 ans. C'est aussi 2 ans avant la PAC. Donc, je pense que je ne me tromperai pas trop en disant qu'on peut commencer à visualiser ce que seront aussi un peu les orientations des futures aides PAC. Alors, les aides aux investissements dans le plan de relance et les aides aux démarches. Aides aux investissements. Alors, quand on a prévu de discuter et de présenter avec vous ces sujets-là, je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite sur deux objectifs, à savoir réduire ou optimiser l'usage des produits de protection des cultures, des produits phyto, et puis développer la production des protéines végétales en France. Ces 2 appels à projets cumulés permettaient un volant de 120 millions d'euros. J'ai fait le calcul rapidement tout à l'heure en préparant nos échanges. Ça correspond à 15 000 demandes à 8 000 euros de moyenne de subvention. Et donc, à peine ouverts, ces appels à projets, ces appels à candidature ont été clos devant la masse des demandes. Donc, vous avez encore des projets et vous avez encore des demandes de subvention, vu qu'un certain nombre d'entre vous n'auront peut-être même pas eu le temps d'y répondre. Sur la partie protéines végétales, on a pour autant un espoir que ça soit réouvert avec un abondement des fonds. On a un autre sujet d'investissement qui est la lutte contre les aléas climatiques. Et c'est sur celui-ci que je vais m'attarder un tout petit peu, vu que c'est le seul qui reste ouvert. Et la plantation des haies qui est ouvert aussi. Je continue, Michel, pas de questions en parallèle? Non, les questions qu'on reçoit concernent le PCAE, donc poursuivez. Et puis, si vous avez des questions en lien avec ce qu'évoque Nicolas, évidemment, vous n'hésitez pas, on rebondira tout de suite dessus. Et puis, on laisse Céline préparer les réponses. Super, ok.
Alors, donc il nous reste à ce stade-là, pour le plan de relance et pour les aides à l'investissement, seulement le sujet de la lutte contre les aléas climatiques. Alors, on a un taux de subvention qui est de 30% et 10% pour les JA quand il y en a un en plus. Alors là, il faut que le JA détienne au moins 20% du capital social. Après, il n'y a plus de proratisation. C'est soit 0, soit 10%. On a un plafond qui est de 40 000 euros et lorsque c'est en CUMA, c'est 300 000 euros. Et puis, ça veut dire quoi, les investissements qu'il y a derrière? On est donc sur les aléas climatiques, donc gel, grêle, sécheresse. Si vous lisez avec moi là, les investissements éligibles, on est quand même pas mal centré sur le végétal, voire le végétal spécialisé, l'arboriculture, le maraîchage. C'est les appels à projets précédents qui permettaient de s'adresser à beaucoup plus de monde. Là, on est sur des éléments un peu plus spécifiques. Et puis, que ce soit pour le gel, la grêle ou la sécheresse, pour ces trois sujets-là, les systèmes de mesure, d'alerte et de pilotage, l'automatisation, en fait, est éligible aussi en général. Alors, j'ai une demande d'une personne qui met possibilité de revenir au tableau des montants, s'il vous plaît. Je pense que c'était les montants pour le PCAE. Donc, pour l'instant, je vais le laisser de côté, les tableaux PCAE. En revanche, j'ai une autre question qui vient d'être posée, c'est est-ce applicable à des solutions pour les vignes, à savoir le gel? Oui. Oui, voilà. Là, c'est vrai que je précisais qu'on était surtout sur le végétal spécialisé ou le végétal permanent, c'est peut-être pas le bon terme. Culture pérenne. Ouais, voilà, culture pérenne. Ah, le montant, alors les demandes, il y a une précision de Paul qui nous dit le montant pour le plan de relance, les montants que tu as indiqués pour le plan de relance. Voilà, donc on est sur un plafond hors CUMA d'un investissement de 40 000 euros. Donc avec un taux de subvention au minimum de 30%. Alors, sur le plan de relance, on a des aides aux investissements et puis on a aussi je les ai intitulés comme ça, des aides aux démarches. Excuse-moi de te couper, parce que j'ai une question qui apparaît en même temps. Est-ce que la création d'une retenue d'eau pour la substituer à un forage rentre dans ce cadre-là? Je vais faire une réponse de Normand parce que je ne suis pas sûr de moi. Je ne l'ai pas sous les yeux. Ce dont je me souviens, c'est que tout ce qui est récupération des eaux de pluie, traitement des eaux de pluie, ça c'est éligible, mais on ne va pas aller très loin avec ça en général, en termes de volume en tout cas. Une retenue en tant que telle, je ne suis pas sûr. Ce qu'on peut faire, c'est, je pense qu'on doit pouvoir connaître plus précisément la personne qui a posé la question et on pourra lui adresser une réponse plus précise ensuite. On fait ça? OK. Et puis, il y a une nouvelle question qui est arrivée de la part d'Éric qui est n'a-t-il pas été prévu des aides pour aménager les bâtiments d'élevage contre les effets de la canicule à répétition? Et donc, quelque part, en lien avec le bien-être animal, je pense. Ouais. Alors, on les retrouvera dans le PCAE élevage, en fait, ça, plus que dans les aides du plan de relance. Et c'est vrai que je ne me suis pas attardé, c'est une bonne question, parce que dans le PCAE élevage, on a un abondement, en fait. Il y a un mélange avec le plan de relance, parce qu'on a un abondement des fonds du PCAE élevage par le biais du plan de relance. Et pour le prochain appel à projet, non pas celui-ci là qui est en cours, mais celui d'après à l'été, on nous indique des orientations liées au bien-être animal, auquel devra d'ailleurs sans doute être associé peut-être un certain nombre de diagnostics. C'est comme ça que ça se préfigure. Donc, pas dans ce que tu as évoqué, hein, l'aide aux investissements dans le cadre du plan de relance, mais plutôt dans la logique PCAE, mais qui lui-même est abondé par le plan de relance, si j'ai bien compris. C'est une grande limpidité, n'est-ce pas? Ça va, j'ai compris, donc c'est que ça doit être clair. OK. Donc, je continue. Donc, il y a des aides aux démarches dans le cadre du plan de relance, de plusieurs natures, hein, mais si on veut pouvoir aborder tous nos sujets, je vais me concentrer sur deux d'entre elles. Une première qui est le crédit d'impôt HVE. Donc, vos interlocuteurs comptables seront très bien informés, parce que je crois même qu'ils étaient en formation ce matin à ce sujet-là
dans le cadre du CER France. Le crédit d'impôt HVE qui est d'un montant de 2 500 € et qui est, en cas de GAEC, qui peut être multiplié jusqu'à 4 associés. Pourquoi aussi une photo? Là, c'est parce que Jean-Michel Pitois, que certains connaissent peut-être, accompagne aujourd'hui les exploitants sur leur questionnement HVE de deux manières en fait. On a, pour entrer dans la démarche HVE, besoin d'avoir une attestation de certification environnementale de niveau 1, et le CER France est habilité pour y répondre. En résumé, c'est la conditionnalité des aides, est-ce qu'on respecte ou pas? Et puis surtout, en fait, les exploitants, avant de se faire certifier par un organisme certificateur, ils ont souvent besoin de connaître leur niveau de réponse aux exigences du cahier des charges. Est-ce qu'ils sont totalement dans la réponse HVE ou est-ce qu'ils ont encore quelques progrès à faire? Et donc, nos accompagnements actuels et à venir, individuels ou collectifs, c'est d'aider les exploitants à se positionner et à mesurer leur degré de vérification du cahier des charges. Autre démarche liée au plan de relance dans l'aide aux démarches, c'est ce qu'on appelle les bons bilans carbone. Drôle de terme. Pour dire quoi? Pour dire que adressé aux jeunes agriculteurs, c'est ciblé. Par contre, avec un nombre de jeunes qui pourront bénéficier de ces démarches qui est non négligeable, c'est de l'aide en fait à la réalisation de diagnostics bilan carbone. Puis ça me permet de faire une transition idéale sur le sujet suivant qui est lié aux démarches carbone. Est-ce qu'il faut s'arrêter avant d'y passer avec d'autres questions, Michel? Oui, il y a une autre question qui a été proposée juste après que tu relances, qui était sur l'achat d'un groupe électrogène pour la ventilation dynamique dans les chèvreries. Peut-elle entrer dans le plan de relance? Et là, j'ai envie de dire, on retombe sous la même logique, à mon avis, que ce qui concerne le bien-être animal, donc plutôt la logique que tu as évoquée, PCAE. Et on va garder cette question-là pour Céline aussi, si elle a une réponse sur ce sujet, mais probablement pas dans le cadre du plan de relance, mais plus dans le cadre du PCAE, s'il y a quelque chose. Mais en l'occurrence, dans le plan de relance aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a 2 enveloppes qui ont été ouvertes et fermées en très peu de temps, et puis 2 autres enveloppes qui sont précisées, comme l'a dit Nicolas, mais qui ne sont pas en lien avec ce qu'on vient d'évoquer, en l'occurrence notamment sur l'aménagement des bâtiments qui permettent d'assurer les évolutions notamment du climat. Oui, effectivement, on était sur un sondage à vous proposer, donc je viens de le publier. Et la question, je vois que tout le monde est parti effectivement sur la réponse, donc c'est très bien, allez-y. Vous retournez dans l'onglet sondage pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Donc, selon vous, quelle est la part de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre? Alors, pourquoi on vous pose cette question-là? Parce qu'effectivement, le bilan carbone et la mesure, on va dire, de cet aspect-là. Et il est intéressant de se centrer sur l'agriculture, de voir quelque part en quoi elle impacte les gaz à effet de serre. Et donc, là, j'ai un certain nombre de réponses. Je vous laisse finir de répondre. Je vois encore que ça bouge un tout petit peu. C'est un match assez serré, je dois vous le dire. Donc, les réponses, c'est 5, 10, 20 et 40%. Et donc, je crois que je vais pouvoir vous formuler les résultats. Ah, ça bouge encore. Allez, 17% pensent que c'est 5%, 22% pensent que c'est 10% de l'agriculture impact à hauteur de 10%. 45% des personnes ont répondu que c'était 20% et enfin 17% ont indiqué que c'était 40%. Alors Nicolas, concrètement, l'agriculture, elle a des impacts positifs et puis elle a des impacts, on va dire, sur la partie gaz à effet de serre. Et le solde de tout ça fait combien ramené à la totalité des gaz émis dans le monde? Alors, si dans un célèbre jeu, on avait fait appel au public pour connaître son avis, le public aurait eu raison. Parce que dans le cadre de l'émission de gaz à effet de serre, donc, qui sont les émissions qui participent au réchauffement climatique, on a bien, si vous l'avez sous les yeux, là, l'agriculture, parce que la sylviculture, en fait, elle émet très très peu. On a bien l'agriculture qui participe à hauteur de 20% environ de l'émission de gaz à effet de serre. Vous voyez que les transports,
c'est le secteur principal. Et le résidentiel et tertiaire, hein, c'est nos habitats, hein, tout simplement, et leur chauffage, et à égalité avec l'agriculture. Voilà. Et puis pareil aussi, industrie, en fait. Hein, tout ça, ça se vaut, c'est autour de 20%. Très bien. Alors, oui. Une fois qu'on a dit ça… Une fois qu'on a dit ça, exactement. Pourquoi on parle de ça? Alors, je ne suis pas un climatologue et je ne vais pas passer beaucoup de temps. À part un fameux président des États-Unis, peu aujourd'hui de personnes viendraient contredire le fait qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il est lié à l'augmentation de l'émission des gaz à effet de serre. Une fois qu'on a dit ça, on en fait quoi? Si on se concentre sur l'agriculture, on a, c'est ce que je suis en train de vous projeter, après des objectifs qui sont travaillés au niveau européen ou national, ensuite déclinés, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors on parle de carbone, de CO2, mais c'est une unité de mesure en fait, hein, parce qu'il y a différents types de gaz à effet de serre, j'y reviendrai après. Et donc, vous voyez, là, pour contenir l'augmentation, on ne parle pas de rester hein, au niveau de température actuelle, mais de contenir l'augmentation, il y a des objectifs de diminution des émissions à 45% d'ici 2030, qui ont même été très récemment augmentés à moins 55%. Et dans ce cadre-là, le secteur agricole, lui, il a un objectif de moins 20%. Et puis, si on vise plus loin, la neutralité carbone, ça veut dire quoi? Parce qu'on entend plein de choses. La neutralité carbone, ça veut dire ne pas émettre plus que ce que les écosystèmes naturels sont capables d'absorber. Ça ne veut pas dire ne plus émettre, ça veut dire être à la neutralité. Alors, ce qui nous intéresse pour vous, en fait, hein, ce n'est pas de rester sur ces généralités, c'est que, on le sait, on a des obligations réglementaires qui apparaissent et qui s'accentueront. Elles ne vous ont pas encore touché directement. Et on a ce cadre réglementaire qui va progressivement s'imposer aux entreprises, les plus importantes d'abord, et puis au fur et à mesure, celles de taille plus modeste, jusqu'au TPE que vous êtes en général. Alors, notamment par le biais de la RSE. RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Le E, ce n'est pas environnement, hein, c'est des entreprises. C'est bien de l'activité entrepreneuriale. Et puis, d'une manière générale, on a des contraintes, on a des incitations. Vous l'avez connu à maintes reprises. Ce qui est incité au départ est souvent contraint par la suite. Donc, les incitations à venir vont relever sans doute d'une orientation dans le cadre des aides PAC, hein, ce qu'on peut appeler prestations pour services environnementaux, qui auront certaines orientations avec la réforme de la PAC. Un accompagnement financier dont j'ai parlé tout à l'heure pour réaliser les bilans carbone, sans doute seront-ils obligatoires, je ne sais pas quand, mais à moyen terme. Donc voilà, opportunités, contraintes, menaces. Souvent, quand on se pose des questions au départ et qu'on engage des démarches, on subit un peu moins ce qui devient des obligations à un moment donné. Alors, une démarche carbone, un bilan carbone, je regarde l'heure, ça va? Ça va. Je suis bien, je suis pas trop mal. Une démarche carbone, qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai fait une diapo d'une simplicité extrême. Qu'est-ce qu'un bilan carbone? C'est un diagnostic. J'ai une activité, j'émets des gaz à effet de serre. Cette activité peut éventuellement me permettre aussi de stocker des gaz à effet de serre. Et la différence entre les deux, c'est mon empreinte carbone. Quand on dit empreinte carbone, oui? Jusque-là, tout est simple. Bon. Quand on dit empreinte carbone, c'est ça que ça veut dire. Hop. Mon diaporama. Ah non, c'est bon. Je croyais que j'étais dans l'erreur technique, mais j'y suis. Alors, j'émets. Ça veut dire quoi, j'émets, quand je suis agriculteur? Ça veut dire dioxyde d'azote. Dioxyde d'azote, principalement fertilisation. Et quand je dis fertilisation, c'est minéral. Hein, et gestion des déjections à travers la volatilisation. C'est méthane, à travers la fermentation des ruminants, mais aussi la gestion des déjections. C'est dioxyde de carbone, CO2, à travers l'usage que vous avez, comme toute activité, en termes d'énergie, carburant, chauffage dans les bâtiments.
Avant de passer à la suite, je vous ai cité 3 gaz à effet de serre. Je vais peut-être revenir en arrière d'ailleurs. Le dioxyde d'azote a un pouvoir de réchauffement global, gaz à effet de serre, 100 fois plus important que le carbone, le CO2. Et le méthane, lui-même, 30 fois plus important que le CO2. Donc, il n'y a pas besoin parfois d'émettre certains gaz pour avoir un fort pouvoir de réchauffement. On parle de carbone, mais c'est l'unité de mesure. Quand on fait des diagnostics, on tient compte de l'ensemble des émissions. Donc le carbone, c'est pas que le CO2. C'est ça que tu veux Le dire. carbone, c'est pas que le CO2. On peut le dire comme ça. Ouais. Exactement. Alors, comment je fais pour émettre moins? Je peux émettre moins quand j'utilise moins d'intrants. Mais en termes de bilan, c'est surtout quand j'utilise moins d'intrants à production égale, en termes de bilan. Donc, dans l'efficacité de mon travail, non pas dans une baisse pour la baisse. Aussi, dans le cadre de la recherche et de l'amélioration de ce qui relève de l'autonomie alimentaire. Alors ça, c'est à l'échelle de l'exploitation, mais à l'échelle France, par rapport à l'importation d'énergie et de protéines. L'évolution en termes de recherche et développement au niveau des aliments, qui, pour la même capacité à apporter de l'énergie et des protéines, vont au final émettre moins dans le cycle de l'alimentation des animaux. Et puis l'économie des énergies fossiles à travers l'évolution des bâtiments, leur meilleure technicité et de même pour les matériels. Je pourrais donner plein d'exemples, mais ce n'est peut-être pas le sujet tout de suite. Donc ça, c'est j'émets moins. Ensuite, comment je stocke? Est-ce que vous stockez, vous, agriculteurs? Je stocke en augmentant le linéaire de haies. On a connu des étapes dans les années 70, 80, 90 qui sont assez loin derrière nous aujourd'hui. Et maintenant, on va voir réapparaître des linéaires de haies plus importants. Je stocke quand mes prairies vieillissent ou quand j'ai une proportion de prairies qui est plus importante. Alors, ACS, ce n'est pas artisan, commerçant et services, qui est une terminologie Serre France, mais c'est agriculture de conservation des sols, où j'utilise moins de traction, moins de matériel, donc moins de fuel. Je ne laboure presque pas ou pas du tout même, ce qui est bon aussi pour empêcher les émissions de carbone. Et j'ai un couvert permanent, donc je capte plus. Et puis la méthanisation, c'est mathématique, c'est que je collecte mes effluents et je collecte le méthane avant qu'il ne se répande dans l'air pour produire de l'énergie. Sachant que tu as dit qu'il était 30 fois plus important que le CO2, c'est bien ça? Exactement. Exactement. Ok. Ouais. Bon, donc là, on comprend bien effectivement l'impact. Oui. Alors, on peut avoir des objectifs pour la planète, on peut avoir des objectifs nationaux, on peut tous être sensibles au sujet, mais quand je suis agriculteur, ça veut dire quoi pour moi? Quels pourraient être mes objectifs? Le premier, c'est celui que je viens de dire. C'est que je peux être sensible à ce qu'est mon empreinte carbone et quels sont mes leviers d'amélioration. D'une manière générale, quand j'améliore mon bilan carbone, j'améliore ma performance technique en fait. Parce que quand on parle de linéaire de haies, ça ne va pas être immédiat en performance technique, mais quand on parle d'alimentation, d'autonomie, quand on parle de baisse d'usage des intrants à productivité équivalente, on est dans une démarche de progrès technico-économique qui a aussi un impact sur mon empreinte carbone. Là, on est à mi-chemin de l'incitatif et du contraint. Ça dépend de ce que la filière ou les filières qui vous intéressent vont pouvoir mettre en avant à travers les démarches que vous allez pouvoir engager à titre individuel ou à titre collectif. Et puis peut-être que les marchés seront contraignants à un moment donné aussi pour vous imposer des démarches carbone et des progrès, pourquoi pas, sur le sujet. Et éventuellement,
on peut financiariser d'éventuels gains carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a plusieurs démarches carbone qui existent au niveau de l'agriculture, qui sont en train de s'organiser pour permettre de financer sur le marché privé du carbone les gains que vous pourriez mesurer. Comment on mesure des gains? On fait un diagnostic à T0 maintenant, par exemple. On met en place un plan d'action, on définit un plan d'action qui doit permettre d'avoir une situation à N plus 5, par exemple, qui soit améliorée. On quantifie l'amélioration et on finance cette amélioration sur le marché du carbone privé qui est constaté avec un diagnostic final 5 ans plus tard. J'ai une question qui me chauffe les lèvres quand même, c'est sur mon exploitation. Le concept, je l'appréhende, l'intention, je l'aperçois et je peux y adhérer. Mais remettre de la prairie naturelle ou inciter, étendre mes prairies, mettre des haies, bref, un certain nombre d'actions qui pourraient être considérées comme petit retour en arrière, sans jugement aucun. C'est quoi mon intérêt en tant qu'agriculteur de faire ça? Alors, déjà, il n'y aura pas de plan d'action carbone qui ne soit pas adapté à mon système d'exploitation. Pour moi, ça aurait peu de sens. Ou alors, c'est parce qu'il y a une volonté de changement de système qui dépasse ce cadre du carbone, qui ne serait que la petite compensation ou le petit point positif complémentaire. Ça c'est une certitude. De plus, quand je parle de financer d'éventuels gains, on n'est absolument pas sur des sommes qui vont compenser d'éventuelles pertes liées à des changements de système importants si c'est la seule chose qu'on allait chercher. Ça n'aurait aucun sens. Donc, on est vraiment dans l'intérêt qu'on pourrait avoir à améliorer certains leviers dans le cadre de mon système ou d'une évolution de système. Et c'est pour ça que les plans d'action, ils ne sont pas mets plus de prairies, plante des haies, et puis on se revoit dans 5 ans. Il y a une réflexion quand même système à imaginer, voilà. On est d'accord. Voilà. Okay. Non, ça n'a aucun sens. Et puis j'ai une question là de Paul qui nous indique, d'accord, moins d'intrants, mais est-ce que ça n'entraîne pas plus de passage d'engins? Est-ce que ça génère une perte ou un gain de carbone dans ce cadre-là? Est-ce que finalement, il n'y a pas une intention positive d'un côté à vouloir faire une action, mais qui va peut-être entraîner aussi, quand on va faire le bilan, une analyse finalement peut-être neutre des efforts? La question est finalement dans la continuité de ce que tu posais aussi comme question, Michel, c'est que il n'y a pas ou il ne doit pas y avoir, en tout cas, de démarche de ce type-là qui ne permettent pas une approche globale de l'entreprise et puis de ses objectifs et puis de son fonctionnement. Sachant que si on dit d'un côté moins d'intrants, mais plus de désherbage mécanique, hein, je le fais à la serpe, hein, c'est peut-être pas ça, hein, mais c'est mesuré dans le plan d'action et dans le diagnostic et le gain. Ce que je me posais aussi comme question, c'est y a-t-il une méthodologie commune, quelque chose qui permet justement de... j'ai envie de dire, on peut considérer qu'aujourd'hui, sur les animaux, un animal produit tant d'azote, produit tant de choses comme ça. Bon, c'est des règles. Est-ce qu'il y a des choses en matière de calcul qui font foi et qui ne sont pas opposables? On pourrait croire qu'on a préparé ça ensemble, mais même pas. Parce que la diapo suivante concerne les notions de méthode. Et des méthodes, en fait, il y en a plein déjà. Il y en a plusieurs qui sont en train de voir le jour et elles ne comptabilisent pas forcément les mêmes choses. Et il y a parfois d'ailleurs un petit peu de discussion autour de cette méthode et de la science associée. Est-ce qu'on est dans la justesse des comptes en fait par rapport à ça? En tout cas, il y a des démarches nationales qui permettent de labelliser au niveau national des démarches de plan carbone. Elle valide donc certaines méthodes. Et récemment,
Ça n'a pas commencé par l'agriculture, hein, ça a commencé d'ailleurs par d'autres démarches, et notamment dans la sylviculture. Mais aujourd'hui, on a des démarches qui sont validées au niveau national à travers, et c'est porté par une association qui s'appelle France Carbone Agri. La plus connue, et peut-être que les exploitants qui nous écoutent, pour certains, l'ont déjà menée, celle qui a le plus d'antériorité, c'est en termes de méthode, elle s'appelle CAP2ER, en fait. Elle était surtout au départ associée aux élevages laitiers, donc on est maintenant plutôt ruminant et polyculture élevage avec ruminant d'une manière générale. On a d'ailleurs deux collègues, hein, Céline qui va nous rejoindre tout à l'heure et puis Grégory qui sont habilités à réaliser des démarches de conseil avec cette méthodologie CAP2ER. Mais d'autres, en fait, sont en train de voir le jour et de se discuter. Je parlais tout à l'heure de l'ACS, l'agriculture de conservation des sols. Eh bien, donc le monde des grandes cultures, les filières grandes cultures, sont en train de faire en sorte d'avoir une méthode qui soit déposée, habilitée et valorisée. On a, je parlais des haies, une méthode spécifique qui s'appelle carbocage. On entend parler, et ça pourrait paraître naturel, que lié à la méthanisation, il y a aussi une méthode. Bref, tout un tas de méthodes, tout un tas de moyens de valoriser, pourquoi pas aussi derrière, ces bilans et ces démarches carbone. Donc nous, d'ailleurs, notre objectif, c'est, oui, d'accompagner, par exemple, avec la démarche CAP2ER, mais c'est aussi d'avoir ce recul nécessaire à l'ensemble de tout ce qui est en train de se passer autour du carbone pour pouvoir conseiller et accompagner les porteurs de projets, les exploitants, en fonction de leur situation, quelle semblerait être la démarche la plus appropriée. Ok, bon, donc il y a plusieurs méthodes. Il y en a une qui semble être à l'initiative et qui permet de rassembler, on va dire, large. Maintenant, oui, tu disais, donc il y a des aides aux démarches dans la présentation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, alors c'est d'ailleurs un peu la fin de ce que je voulais vous dire avant qu'on puisse faire le retour sur d'autres sujets PCAE notamment. Les aides aux démarches sont de différentes natures. Il y a des aides, j'en parlais dans le cadre du plan de relance, qui vont permettre de financer quasiment 100% dans les exploitations où il y a un jeune, du bilan carbone et du plan d'action associé. Si en plus de ça, j'intègre par le biais, en général pas tout seul, hein, c'est par le biais de ma coopérative, par le biais du CERF France, par le biais d'un autre organisme de conseil, en général en groupe, la démarche France Carbone Agri dont je parlais à l'instant, je vais pouvoir financer mes gains carbone. Je vais y aller à la serpe, hein, parce que c'est surtout pas... je vais donner des chiffres et c'est ce qui va être retenu, mais ce n'est pas grave parce que ça sera à chaque fois, à chaque exploitation qu'il faudra être plus précis. Allez, lance-toi. On peut retenir sur une exploitation moyenne laitière des gains de l'ordre de 1500 tonnes de CO2 à valeur 30 €. Ça fait 4500 €. On est à 4500 à 6000 € sur 5 ans. On entend souvent ce chiffre-là pour ceux qui l'ont déjà entreaperçu, entre 1000 à 2000 € par an sur les 5 ans de la démarche. Et Michael nous a posé cette question-là, c'est avec le bilan carbone, peut-on prétendre à un gain d'argent? C'est ce que j'étais en train de dire, en fait. Ouais. On était en plein dans la réponse à sa question. Très bien. Est-ce qu'on passe à la partie… Alors, merci, hein, parce que c'est un sujet à la fois très intéressant, dont il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Tu as parlé du climat, du réchauffement climatique, des impacts, et les agriculteurs, au niveau de leurs entreprises, peuvent le vivre. Donc, effectivement, c'est un sujet large, avec des questions quand même à l'après concrètes qui sont difficiles à pouvoir avoir des réponses précises parce que tout n'est pas complètement écrit. Ce que je retiens aussi, Nicolas, c'est ce que tu as dit, et peut-être que dans
dans mon historique, je retiens une chose, hein, j'ai l'histoire du PMPOA 1, PMPOA 2, où en d'autres temps, on avait des aides, notamment dans le 1, assez élevées pour les exploitations qui avaient, notamment, c'était les plus importantes qui avaient les obligations, mais avec des aides et des subventions qui existaient. Puis après, j'ai envie de dire, on nous a dit c'est comme ça que ça va se passer et c'est comme ça que vous devez être. Hein. Donc peut-être qu'on est au début de cette ère-là, c'est-à-dire une démarche incitative. Et puis demain, alors le demain, est-ce que c'est demain, après-demain? Je pense que ça va quand même aller assez vite au regard des enjeux. Eh bien, il y a peut-être une balle à prendre au rebond. En tout cas, chacun sera libre de pouvoir la saisir comme bon lui semble et en fonction des possibilités de son entreprise. Je vais inviter Céline. Alors, il faut que je te retrouve, Céline. Prépare-toi, tu vas rentrer sur scène. Céline. Il y avait pas mal de questions en plus. Hein. Oui. Ça se trouve, elle est partie, elle s'est dit qu'elle en avait de trop. Non. J'hésitais à en poser quelques-unes un peu hors jeu pour voir. Eh bien, vas-y, alors attends que je la trouve. Il faut juste que je retrouve notre amie Céline pour que je l'invite sur scène. Je ne la vois pas, Céline. Alors, est-elle bien connectée, Céline? Céline, elle est là. Elle se prépare. Ah oui. Attention. Je pense que tu vas bientôt arriver. Céline, normalement, tu dois pouvoir venir. Voilà, Céline. Tu vas pouvoir mettre en route ta caméra, qu'on te voit. Vous m'entendez? Alors, on t'entend, mais on ne te voit pas. Ok, je mets la vidéo. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai pu voir du coup toutes les questions là au fil de l'intervention. Donc, j'ai presque toutes les réponses, mais je te propose de les lire et puis tu nous en formules. Alors, tu n'as pas le boulot le plus simple. Hein, c'est effectivement un peu en mode sans filet. Mais voilà, on s'est tenté à l'aventure. Donc, Michel qui nous posait la question, est-ce qu'un outil pour travailler l'interrang dans les vignes est accepté dans le cadre des aides PCAE? Donc oui, en filière viticole, tout ce qui est spécifique pour l'entretien des couverts entre rangs et sur les tournières, donc est tout à fait éligible, avec un taux du coup de subvention de 40%. Bon, donc là, on est presque dans le taux maximum. Tu me dis si je me trompe. Oui, c'est le taux maximum, sauf s'il y avait un JA, mais c'est le taux maximum. Tout à fait. Alors, autre question. Est-ce possible avec une planteuse type betterave-chou ou betterave à chou voilà. Alors, en fait, les seuls types de planteuses, transplanteuses qui sont éligibles, c'est pour des filières horticoles et maraîchage. Donc, il faudrait voir du coup si c'est pour faire des choux, des betteraves hors filière maraîchage. Je pense que la réponse est non. D'accord. Et si c'est effectivement, donc si c'est à vocation animale, ça ne rentrerait pas dedans. Si c'est à vocation de planteuse à betterave, choux de consommation, c'est bien ça? Donc, chou voilà, pour les filières maraîchage ou horticole, il y a des planteuses d'éligibles. Alors j'ai vu qui a posé la question, donc il va être peut-être déçu par la réponse. Très bien. Michael nous avait demandé, est-ce qu'il y a des aides sur les bols mélangeurs-pailleurs et pour les épandeurs à fumier? Alors Nicolas, tu me complètes hein, si tu n'étais pas d'accord. Les épandeurs à fumier, pour moi, non. Par contre, après, s'il y a des systèmes de localisation ou de systèmes de précision au niveau de l'épandage, ça peut rentrer en compte dans le PCAE. Le système de localisation et de précision peut rentrer dans le PCAE végétal. Par contre, l'épandeur en lui-même ne rentrera pas dans le cadre du PCAE. Et alors, pour moi, pour les bols mélangeurs pailleurs, il n'y a pas de subvention possible. Non. Et puis, on a rarement l'usage d'une géolocalisation avec un bol mélangeur, donc la question ne se pose pas, on est d'accord. Par contre, après, tous ces systèmes de précision d'épandage peut rentrer dedans. Il faut avoir un peu plus de détails, mais pourrait rentrer dans le cadre du PCAE végétal. D'accord. Alors, une question plus non plus dans la partie investissement en tant que telle, mais la question mérite d'être posée, elle est intéressante. Anguec a 2 associés en production laitière. Un 3e associé va arriver, donc en novembre 2021. Nous aurons des investissements de mise aux normes, notamment une fosse. Et la question est la suivante, devons-nous attendre qu'il soit effectivement installé, donc je pense plutôt en JA,
pour faire une demande PCE, ou même s'il n'est pas JA, parce que ça allongera, enfin ça agrandira l'enveloppe, ou pouvons-nous réaliser le dossier avant, sachant qu'il est en démarche d'installation? C'est-à-dire que, est-ce que mon dossier PCE, je peux prétendre à le mettre avec le ratio de 3 associés, sachant que je suis dans une intention d'installation, on va dire, ou est-ce qu'il faut, ou en tout cas, est-ce que j'ai intérêt d'attendre pour faire mon dossier quand j'aurai vraiment 3 associés effectifs? Donc, le JA peut être en phase d'installation, mais il faut que le projet soit déposé normalement. On n'est pas obligé d'avoir le certificat de conformité d'installation, mais par contre, il doit être en phase quand même assez avancée d'installation. Et donc, c'est là où j'aimerais bien avoir les coordonnées de cette personne, si c'est possible, Michel, pour mieux répondre sur tout ce qui est taux de… Parce que la mise aux normes, on n'en fait pas beaucoup, pour être honnête, des dossiers. Les taux et les plafonds à appliquer sont assez complexes. Donc, j'aimerais avoir un peu plus de précision sur le projet. Bon, alors, moi, j'ai les coordonnées, pas les coordonnées directes, mais j'ai le nom de Benoît. Donc, je pourrais… vous donner son prénom et son nom, et je pense qu'assez rapidement, nous devrions pouvoir vous… Cher Benoît, vous donnez la réponse en direct, plus après, précisément. je pense qu'on peut, donc, si c'est associé, en tout cas, ce que je peux dire rapidement, c'est que si c'est associé à un projet de modernisation et de construction d'élevage, on est sur un plafond à 3 associés à 189 000 euros. Et c'est là où j'ai un doute, il faut que j'ai plus de détails sur le projet, parce que la partie mise aux normes, ce n'est pas l'ensemble de la mise aux normes qui sera finançable, c'est en fonction du pourcentage de part sociale que représente le JA dans la société, et ça sera ce pourcentage-là qui sera finançable au niveau de la mise aux normes, si j'ai bien lu. Voilà. Donc, je voudrais un peu plus de détails pour répondre précisément, quitte à questionner la DDT sur ce dossier-là. C'est vrai que c'est assez complexe sur cette partie-là, parce qu'il y a et le taux de subvention du JA, et si je ne me trompe pas, il n'y a qu'une partie de l'investissement mis aux normes qui est éligible, c'est celle qui correspond au développement d'activités et en supplément du respect de la réglementation existante. Voilà. Parce que théoriquement, l'exploitation qui dépose doit déjà être aux normes normalement avant l'installation du JA. Donc, il faut aussi que ce soit lié généralement à un accroissement de cheptel. Voilà. Mais on peut estimer qu'il y avait peut-être une cuve qui était prête, enfin là je ne rentre pas dans le détail, mais qui était ajustée selon un cheptel et puis qui s'est agrandi par du rachat de quotas, par une reprise et puis l'installation d'un 3e associé. Et donc le fait est que sûrement une cuve a besoin d'être sûrement mise aux normes dans les dispositifs, et sûrement qu'à ce moment-là, il faut faire une analyse technique individuelle, et on reviendra donc vers Benoît pour répondre de manière précise, parce que ça, évidemment, on peut le faire, et Céline le fera avec plaisir. Michael nous pose la question, peut-on considérer que le passage en tout lisier sur vache laitière peut entrer dans la modernisation et la baisse de la pénibilité du travail? Alors après, il faudra là encore décrire un peu plus précisément le projet, mais tout ce qui est… s'il y a des aménagements au sein du bâtiment, évidemment que ça peut rentrer en compte dans le PCE, dans la partie logement. Par contre, on ne pourra pas faire rentrer la construction d'une fosse qui fait partie de la mise aux normes. Donc là encore, il faudra bien être vigilant. Si c'est un dossier donc vache laitière, oui, on peut prétendre à un PCE animal, mais il faut que les investissements représentent 60% minimum du logement d'animaux pour avoir assez de points et pour présenter un dossier. Donc là encore, moi je reste à disposition s'il y a un peu plus de précision sur le projet pour répondre à Mickaël. Très bien, merci Céline. Donc, je lis les questions alors, les questions là ont été répondues dans le cadre de la présentation. On a une question, alors c'était sur la création de retenue d'eau pour substituer un forage. On était sur les autres dispositifs, pas sur le PCE, sauf erreur. Et en revanche, n'a-t-il pas été prévu des aides pour aménager des bâtiments d'élevage contre les effets des canicules à répétition, puisqu'on a évoqué la notion de canicule dans le cadre du plan de relance? Mais Nicolas nous a dit non, ça ne rentre pas tout à fait, donc c'est plutôt dans le PCE, mais qui est lui-même abondé par le plan de relance. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que malgré tout, dans ce cadre-là, il y a des choses qui sont possibles dans le cadre du PCE pour la question d'Éric, qui est l'aménagement de bâtiments d'élevage contre les effets de la canicule?
Après, donc, il faut reprendre la liste. Du coup, je pensais que cette question était répondue. J'ai pas vérifié. Ah, je te fais là, je te fais un Non, piège, mais ma oui, pauvre après, Céline. dans la partie logement des animaux, on peut, à mon avis, retrouver des choses éligibles. D'accord. Je pense que j'ai pas le détail en tête non plus. Je pense que si ce n'est pas éligible à cet appel à projet en cours, je ne vais pas mettre mon doigt à couper, mais pas loin. Ce le sera pour le suivant parce qu'il est vraiment fait état d'orienter sur des notions de bien-être. Très bien. Et ce qui, quelque part, rejoint la question de Véronique, hein, qui était l'achat d'un groupe électrogène pour la ventilation dynamique. Alors, je pense que c'est plus la ventilation dynamique. La sécurisation de la ventilation dynamique, elle est d'ordre sécuritaire. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre des aides PCAE. Est-ce que toi, tu as une réponse, Nicolas ou Céline, en tout cas sur l'approche? Après, tout ce qui est ventilation, le système de ventilation en tant que tel est éligible. Je ne pense pas que le groupe électrogène, par contre, en fasse partie. Ça pourrait demander des précisions, mais tout ce qui est, en tout cas, ventilation et système de régulation de ventilation, ça, il n'y a pas de problème. Ok. Eh bien, merci Céline. Alors, on n'a pas eu l'occasion de te voir. Je ne sais pas si tu as pu lancer ta caméra ou si tu as un petit blocage. En fait, je l'ai coupé à la mise en route et je ne peux plus la remettre. Voilà, c'est ça. C'est les choses qui arrivent. C'est les aléas du direct. Donc, en tout cas, merci beaucoup parce que, je le répète, ce n'était pas la position la plus simple et tu as répondu avec brio et merci à toi parce que effectivement, ça nous a permis de répondre à un certain nombre de questions. J'ai retenu pour Benoît et Mickaël qu'il y avait une demande de ta part pour pouvoir préciser les choses et on va le faire de manière individuelle avec plaisir. Nicolas, je ne sais pas si tu as des compléments d'information. Non, à ce stade-là, non. Je voulais juste résumer un certain nombre de choses avec 2-3 mots. Réactivité quand de nouvelles mesures sortent et en tout cas curiosité. On n'est pas obligé de se lancer dans tout ce qui sort au fur et à mesure, mais pour moi, il est important pour les chefs d'entreprise que vous en soyez curieux, c'est le minimum. Et puis, avec ces 2 années-là de plan de relance, on est sincèrement, on le voit bien, dans des transitions vers aussi la future PAC et les prochains programmes d'orientation des aides. Et tout le monde le sent venir, on est bien sur de l'orientation système, diminution des intrants, impact environnemental. Voilà. Ce n'est pas nouveau, mais il faut savoir que les prochaines aides PAC, on entend aussi parler de, je ne sais pas comment ils feront d'ailleurs, hein, mais de résultats plus que de moyens. Voilà. Et à la suite de sa propre question, et je pense de ce qu'on vient d'évoquer, il y a Mickaël qui met, est-ce que le taux d'aide des PCAE élevage seront-ils donc les mêmes sur les prochains appels à projets? Et là, on a envie de dire, alors je réponds, on est sûr de ce qui nous est proposé, on n'est jamais sûr de ce qui nous sera proposé demain. Et on sait que la règle des premiers arrivés et les premiers servis existe quand même sur le sujet. Donc, entre attendre un troisième associé de manière certaine et avoir donc un volet plus large et un taux dont on ne connaît pas le point, ou prendre quelque chose dont on est certain aujourd'hui, c'est un choix d'entreprise à réaliser. Mais non, je ne crois pas, hein, Nicolas, qu'on ait de grandes certitudes sur les prochains taux de PCAE. Non, on a en tout cas, à travers le plan de relance qui va venir abonder les PCAE, plus de certitude sur le fait que ça continue pendant 2 ans, alors que c'était censé s'arrêter. Ok. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. On a eu le plaisir d'échanger ensemble pendant 1 heure finalement. C'est qu'il y avait bon nombre de questions. Je voudrais remercier Nicolas et Céline évidemment de leur présence pour ce webinaire. On espère pouvoir en refaire d'autres. Alors on m'a indiqué qu'effectivement d'autres webinaires, forcément les documents n'avaient peut-être pas été transmis. La chose que faut que vous sachiez, c'est que tous ces webinaires, de toute façon, sont à disposition, ils sont enregistrés et ils sont mis à disposition sur notre chaîne YouTube Serre France. Vous pouvez, je ne vais pas jouer aux youtubeurs, hein, vous pouvez liker, ça nous fait plaisir, mais n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Évidemment, je peux vous inciter à le faire.
Il y a déjà eu 4 ou 5 webinaires qui ont été réalisés sur les employeurs de main-d'œuvre, sur le plan de relance à destination des entreprises, sur hier le financement des entreprises, aujourd'hui sur notamment le bilan carbone. Vendredi, on fait un focus sur le milieu viticole entre ce qui se passe au niveau de la crise et ce qui se passe au niveau du, des conséquences, des résultats et tout ce qui s'ensuit, les exonérations qui vont pouvoir s'appliquer. Donc, vous êtes évidemment invités si vous êtes concernés par le sujet. Et puis, au fur et à mesure du temps, on essaye de mettre à disposition, c'est 1 heure, c'est focus sur un thème. Ça vous permet de vous bloquer qu'un temps réduit. On espère, parce que les rencontres conseils sont quelque chose auquel on est attaché, pouvoir le plus tôt possible vous retrouver en présentiel, comme on dit, pour pouvoir échanger, partager, parce que c'est bon, l'écran c'est sympa, ça vous permet de vous donner des informations, mais ça remplace pas les échanges que l'on peut avoir ensemble. On espère donc le plus tôt possible vous retrouver en présentiel. Probablement qu'on continuera ce type de format même après la crise. Parce que ça peut répondre à des points particuliers. En tout cas, on tient à vous remercier beaucoup de votre présence et de toutes vos questions. En tout cas, on vous remercie. Je vois qu'il y a aussi des gens qui nous mettent des messages à la fois d'encouragement et de satisfaction, donc merci à vous. Et puis, on vous donne rendez-vous le plus tôt possible. Et puis, de toute façon, toutes les équipes Serre France, les comptables, les conseillers, les juristes, tous autant qui sommes dans l'entreprise, à votre écoute. Et puis, si vous avez une question complémentaire, vous le savez, Service Environnement, Actis et toutes les équipes sont à votre écoute pour vous accompagner. Voilà, nous vous remercions beaucoup. Bonne fin d'après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Serre France, entreprendre ensemble.